Bonjour Eduardo Lalo. Bonjour Étienne. Merci beaucoup de nous consacrer un petit peu de temps pour présenter le livre qui vient de paraître aux éditions MF, hein, Les Pays Invisibles, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de traduire depuis l'espagnol. Alors pour vous présenter aux lecteurs qui ne vous connaissent pas nécessairement, je dirais deux, trois petits mots rapides. D'abord, je dirais que vous êtes né à Cuba et que vous avez grandi, vécu, travaillé à Porto Rico, hein, donc une autre île des Caraïbes, où vous êtes professeur de littérature, mais vous êtes également artiste, je vais y revenir dans la discussion, et vous êtes également éditorialiste dans le quotidien national le plus important de Porto Rico qui s'appelle le El Nuevo Día, où Mhm. vous menez un travail de critique, notamment de la situation politique et sociale de l'île de Porto Rico. Alors, vous êtes d'abord et avant tout, je dirais, un écrivain, même si vous avez d'autres pratiques artistiques comme la photographie, le dessin et la musique. Et je voudrais citer quelques-uns de vos ouvrages euh, pour les faire connaître au public. Alors, je vais les citer dans leur titre en espagnol, hein. En el Burger King de la calle San Francisco, hein, qui est un ouvrage de 1986. Euh, La Isla Silente, hein, qui est aussi un autre de vos ouvrages. La Inutilidad, Donde, je citerai également Simone, qui est un roman paru en 2012 et qui a reçu un prix, le prix Romulo Gallegos, un prix vénézuélien euh, de reconnaissance internationale pour ce roman. Et l'essai que j'ai traduit et dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Les Pays Invisibles, hein, Los Países Invisibles, qui lui aussi, paru en 2003, a reçu un prix en Espagne, à Valence, le prix de l'essai, hein, Juan Gil Albert. Alors, peut-être qu'on pourrait partir de là pour la discussion. C'est que vous êtes un écrivain connu, reconnu dans le monde hispanique, je dirais, au niveau des Caraïbes, au niveau, oui, de l'Amérique latine. Ces deux prix en sont les meilleurs exemples. Et pourtant, vos livres ne sont pas traduits dans toutes les langues. Ils ne sont traduits que dans certaines langues et Les Pays Invisibles est le premier livre de vous traduit en français. Quel lien cette situation a-t-elle avec la notion d'invisibilité, Eduardo Lalo? Bon, eh bien, c'est une question qui a qui est complexe, disons. Il y a d'abord, on dit en espagnol, en Amérique latine, très souvent, quand on se réfère à un continent, al continent entier, l'Amérique latine et les Caraïbes. Et ça, c'est très bien, c'est inclusif, dirait-on aujourd'hui, non? C'est une reconnaissance de l'existence de toute une région culturelle qui est très complexe et grande. Mais en même temps, est une liste où il y a une première place et une deuxième place. Et il y a d'abord la notion dans cette expression de que il y a l'Amérique latine des vrais, non? La vraie Amérique latine qui est continentale, avec des gros pays, avec de grands pays, le Brésil, l'Argentine, le Mexique, etc. Et puis cette sorte de pêle-mêle de deals dans une mer intermédiaire, dans qui est intermédiaire entre Hein. l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et là-dedans, il y a aussi un certain contenu de racisme parce que l'Amérique latine continentale, les élites d'abord, surtout, se pensent comme des héritiers de l'Europe, d'une immigration européenne blanche, tandis que les Caraïbes, c'est impossible de s'approprier d'une sorte de héritage sans complexité, sans problématique de l'Europe. Parce que d'abord, il y a
une présence africaine doutable et aussi une présence même indienne, non? Un héritage qui vient d'avant la conquête européenne. Donc, les Caraïbes est toujours vu dans une façon particulière. Mes livres, par exemple, mon éditeur en Argentine m'a dit que certains de mes romans ou de mes essais ont été vus par des comités de lecture dans des grandes maisons d'édition en Allemagne ou en France. C'est ça qu'elle m'a dit. Et juste la dernière étape. Mais à la fin, l'éditeur en chef a décliné de publier le livre et le traduire parce que, je cite, ils ne sont pas suffisamment caribéens. Alors, Et la qu'est-ce que comble, cela veut dire? voilà, qui est le comble du colonialisme, non? C'est, c'est, j'interprète, c'est que, bon, c'est dans mes livres, les gens lisent, les gens parlent d'idées, et ils sont des gens comme partout dans le monde. Il y a des intellectuels, il y a des artistes, mais c'est ça pas, c'est pas les stéréotypes de consommation dans certaines sociétés du monde, spécialement des sociétés du premier monde, disons, de l'Europe, l'Amérique du Nord, etc. Et C'est-à-dire que vos livres ne correspondent pas à l'idée qu'on attend d'un livre qui viendrait des Caraïbes. C'est ça ce que vous dites. oui, il y a toute une littérature, spécialement la littérature cubaine, je dirais, qui est construite pour, pour satisfaire les nécessités de cette image. Où il y a la révolution, la pauvreté, une certaine sexualité, tous les topics de la musique ou des drogues, des choses comme ça. Et bon, la pauvreté, toutes ces choses sont importantes dans mes livres parce que sont des choses qui sont part de la réalité, mais je ne l'exploite pas. C'est pas l'image. C'est une réduction de l'humanité des habitants du Caraïbe, des habitants de Porto Rico, particulièrement dans mon cas. Si c'est ça l'image que j'exploiterai, et ce sont aussi, ça devient une littérature d'exportation, comme parfois avant, il y avait des produits d'exportation. Porto Rico, par exemple, les grands produits agricoles étaient des choses qui n'étaient pas la nourriture, non? Du sucre, du tabac, du café, non? Et ce sont des choses qui étaient consommées dans d'autres sociétés par des gens riches. D'abord, en mon Oui. temps, il n'y avait pas de la nourriture. Mhm. Si la pauvreté était déterminée, même s'il y avait des plantations partout. Et, et c'est ça le problème. Il vient il y a des idées d'exportation, il y a une littérature d'exportation, il y a des récits d'exportation, même des récits historiques. Et si on parle de visibilité, Oui. invisibilité, aussi d'images d'exportation qui créent une sorte, ils sont comme le combustible pour une bonne conscience, Mhm. une certaine bonne conscience. Et dans les pays invisibles, justement, vous racontez une expérience, si j'ai bonne mémoire, à Valence, Ah oui. de cette invisibilité qui véhicule des préjugés finalement d'héritage colonial et raciste, où finalement la possibilité même qu'il existe un écrivain portoricain est perçue comme, est au fond un objet de plaisanterie. Oui, et comme je dis, je crois, je ne me relie pas, donc probablement tu connais les pays invisibles mieux que moi en ce moment. Mais je crois que dans ce passage-là, je dis que bon, la phrase un philosophe bolivien ou Oui. portoricain ou vénézuélien est exactement la même en termes de, adjectifs, substantifs, tout ça, articles, qu'un philosophe
autrichien ou français ou anglais ou allemand, mais les premières phrases sont des blagues, peut être interprétées comme des blagues, Oui, tout à fait. tandis que le deuxième, c'est une origine noble. Ça enrichit la phrase. Et, et aujourd'hui, avec, bon, il y a eu des changements, c'est plus difficile de faire ça de blague. Au moins, extérieurement. Intérieurement, on ne sait pas. Mais par exemple, quand j'étais étudiant, et j'ai étudié toutes mes années universitaires sans lire jamais un auteur du Caraïbe. Oui, Jamais. Ça n'existait pas. oui, Et le livre Les Pays Invisibles raconte bien comment cette notion d'invisibilité, et ça donne d'ailleurs un aspect original aussi au livre, qui n'est pas simplement un essai, mais aussi un essai, je dirais, qui tient du journal, qui tient Mhm. de l'autobiographie aussi. Cette notion d'invisibilité n'est pas simplement pour vous un concept comme ça abstrait que vous avez construit, mais quelque chose de vécu, et de vécu jusque dans le corps, parce que finalement l'invisibilité, c'est ne pas voir l'autre aussi. Oui, oui, oui. Non, l'invisibilité, dans le cas de ce livre, est un concept. Et un concept que l'écriture invente, que la pensée invente. C'est pas invisibilité dans le sens commun de mot. Euh, L'invisibilité, la visibilité dans le contexte des pays invisibles est, est une mécanique du pouvoir, une mécanique du contrôle, des contrôles. Et par exemple, c'est simple, on pourrait dire quelle image avait vu d'une société, disons, du Togo, et la énorme majorité des gens auront aucune image, probablement. Aucune image exacte, disons, quelques images qui viennent de ces pays-là, mais ils auront beaucoup d'images de la pauvreté, du femme, d'un village africain, qui sont des stéréotypes, des clichés, non? Et en montant, tout le monde a une image de Paris. Ça peut être complètement euh, irréel, irréaliste. Et tout le monde a vu la Tour Eiffel, ou tout le monde a vu pas, Oui. un château, quelque chose comme ça. Et donc, les images, c'est un marché où les images sont cotisées avec des Des valeurs. différentes valeurs et, et ils circulent. Il y a des sociétés qui ont un surplus de visibilité. Et c'est aussi un problème, hein. Par exemple, si, Oui, euh, un excès de visibilité. Voilà. oui, par exemple, on parle de livres dans une société comme la française, où il y a une industrie éditoriale tellement grande. À n'importe quel moment, n'importe quelle semaine, il y aura des tables de nouveautés de librairies, un tel nombre de nouveautés, ou, qui fait que un livre en particulier se perd et Oui, devient invisible. Pas un, beaucoup de livres deviennent oui, invisibles. Euh, il y a l'autre sorte d'invisibilité. Si vous pensez que dans cette société ou dans ce monde, il n'y a pas de livres méritoires qui doivent être lus, il y a une invisibilité aussi, l'invisibilité de peu. Il y a, il y a l'invisibilité du beaucoup, non? oui, c'est-à-dire que l'invisibilité n'est pas simplement l'ignorance des vis-à-vis de l'autre, c'est vraiment une construction de pouvoir qui conduit à des formes d'ignorance, et puis aussi qui conduit à des fermetures entre les mondes et entre les univers. L'invisibilité est probablement la condition humaine plus répandue, parce qu'on peut habiter dans les quartiers latins à Paris
qui est un lieu très visible, où il y a beaucoup de connexions, où on sait l'histoire littéraire, intellectuelle, philosophique, tout ça. Il y a, mais si vous habitez dans la banlieue parisienne, un peu plus loin, ou si vous habitez Tours, vous êtes invisible dans les contextes français. Non? Et il y a un écrivain très connu en France et, qui a exploité ça à sa manière, Michel Onfray. Et, à Caen, je crois que c'est sa ville, non? Caen, Oui, quand, oui. hein? Et il a dit une fois qu'il avait été traduit, il avait publié 30 bouquins ou chose comme ça, et il n'a jamais avait été invité à Paris. Donc, c'est une pause aussi. Hein. Je ne sais pas, je ne connais pas exactement Oui, c'est un personnage un peu la sulfureux valeur en termes de politiques ces actuellement. affirmations. Mais, mais ça n'importe. L'effet reste qu'il y a une différence entre être dans la centralisation culturelle qui est Paris et en comparaison avec le reste de la France. Et ça, c'est la France, une société qui a toute une structure culturelle, des musées, d'éditorial, etc. Et quand vous commencez à penser à des autres sociétés, à des sociétés exotiques, disons, en relation à une société centrale, euh, ça change beaucoup. Et dans le cas de Porto Rico, parce que le livre parle évidemment de cette notion d'invisibilité en faisant un concept, donc en lui donnant une valeur universelle, mais le livre parle aussi beaucoup de Porto Rico, c'est un livre aussi sur Porto Rico. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment, comment se passe l'invisibilité à Porto Rico? Comment vous la voyez, si j'ose dire? Et dans le texte, il mentionne dans un passage qu'il y a un musée cette petite île à l'entrée de New York où est situé le statue de la liberté, non? Et qui commémore tous les immigrants et tout ça. Là, il n'y a aucune mention de Porto Rico. Au montant, Porto Rico est une des pays du monde, il y a plusieurs, où la majorité de sa population a émigré, et particulièrement dans les cas portoricains aux États-Unis. Il y a une obscure loi coloniale qui fait que la condition du portoricain, qui pour vous le savez très bien, parce que vous habitez ici, est naturelle. Personne ne questionne cette condition, cette nationalité. Et, mais en termes légaux, à cause de du colonialisme des États-Unis dans ces régions du monde, la condition d'un portoricain est inexistante en termes légaux et politiques. Et ça fait que dans ces musées, dans cette île, qui commémore la douleur de l'immigration, la souffrance, les difficultés, les vicissitudes de ces périples de la maison à une autre place, et où très souvent on ne revient pas, jamais. Et les portoricains n'existent pas. Ça, c'est l'invisibilité, non? Et, disons, je suis artiste, si je serais, si un ouvrage, un de mes ouvrages est exhibé dans un musée aux États-Unis, on ne pourrait pas mettre mon nom et après portoricain, parce que cette société ne reconnaît pas cette condition politique, culturelle et nationale.
non? C'est ça le colonialisme. Euh, Si ça serait à un certain moment, comme par exemple avec la musique populaire, non? Il y a eu récemment un article du, du journal El País d'Espagne où se racontait que dans plusieurs sociétés du monde, les gens sont en train d'imiter l'accent portoricain pour chanter cette sorte de trap qui a été originée à Porto Rico. Et ça devient comme une marchandise, disons, et ça devient visible et ça devient rentable. Mais ça, c'est l'exception, non? La tendance générale, normale, est d'invisibiliser, non? Et invisibiliser, c'est mettre dans un espace mental qui est domestique, où cette réalité qui est mise là a été domestiquée. Ça peut être un livre, ça peut être une musique, ça peut être une idée, non? Et il y a une domestication. On ne peut pas prendre cette idée, ce matériau, et penser sérieusement. Mhm. On les met dans une deuxième ou une troisième place. Mais alors, si on comprend bien, en fait, il est difficile en fait d'échapper à l'invisibilité d'une manière ou d'une autre dans le contexte historique, je dirais, moderne et contemporain, dans la mesure où bah, l'histoire est quand même une histoire de conflit, une histoire de colonialisme, une histoire de relations de force. Donc, d'une certaine manière, on est dans la compétition des images, mais Mhm. euh, comment créer des contre-images, comment briser les stéréotypes, comment est-ce que vous, dans votre pratique artistique, d'écrivain, mais aussi de photographe, euh, ou en musique, comment est-ce que vous envisagez la possibilité de proposer des images concurrentes, des images qui peut-être mettraient fin à l'invisibilité? Bon, tout dit vrai dans l'introduction de ta question. L'invisibilité est impossible d'échapper. Comme je disais il y a une minute, et probablement c'est la condition plus généralisée de l'humanité, non? La plupart des gens n'habitent pas dans une ville centrale, visible, avec des institutions qui marchent et qui font circuler des produits de cet espace partout dans le monde. Ça, ça existe, bien sûr, mais ça existe dans des lieux très, très particuliers. La plupart des gens n'ont pas ce luxe. Donc, l'invisibilité, on ne peut pas l'échapper. Et l'invisibilité, comme je dit aussi il y a quelques minutes, ça arrive dans ces centres, dans ces grands centres. Parce qu'on peut être, comme je disais, dans les quartiers latins, quartiers latins comme une idée platonique, disons, non? Parce que le vrai quartier latin est autre chose. Le quartier latin en soi. Oui, et, mais il y a 10 kilomètres plus loin, dans la banlieue parisienne, c'est une vie autre. Et là, les gens sont différents. Ils ont une couleur de peau différente, ou ils viennent d'autres places, ils parlent d'autres langues. Ils ne sont pas les Français typiques, euh, qui est aussi une invention, non? Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais- L'idée de français typique est elle-même aussi mais, bah, une image qui invisibilise et puis qui est un préjugé d'une certaine manière, hein, parce que bien sûr, parce que l'invisibilité est un préjugé, non? Et la visibilité aussi est un préjugé, non? C'est une image qui a été sélectionnée des millions et qui est privilégiée. Donc, comment combattre ça? Parce que bien sûr, c'est une énorme injustice. Quand on est dans ces côtés de l'invisibilité, et la vie est moins douce, non? Et tout est.
plus difficile. Et c'est une réalité. C'est plus difficile de vivre à la banlieue parisienne que de vivre dans les centres. L'école est différente, toutes les possibilités sont différentes. Bon, et pour faire l'histoire plus courte, on doit accepter les termes qu'on doit confronter. On sait que c'est plus difficile. Et donc, on commence à réfléchir sur ça. Et on peut arriver à penser que l'invisibilité, pardon, que la visibilité offre des privilèges, bien sûr, sans doute, mais qui est aussi un piège. Hein. Pensons, on parle dans le contexte français. J'ai toujours été surpris par les écrivains français qui écrivent 50 livres. Pourquoi ils écrivent 50 livres? Parce qu'il y a un système éditorial, une maison d'édition, qui publie 50 livres pour chacun, même pour un écrivain médiocre. Non? Combien de ces 50 livres vaut la peine? Combien de ceux sont des répétitions? Je ne sais pas si c'est dans les pays invisibles ou à... Non, je crois que c'est dans son autre essai que oh, peut-être tu connais, Intempérie, non? Oui, Qui mentionne la grammatologie de Derrida et il dit, bon, si on eh, met dehors des exercices de chauffage, non? De calentamiento, non? On des dit, échauffements, oui, des de échauffements. chauffement. C'est un livre qui peut être 50 pages. Et il a 400, je sais pas, 350, non? C'est un phénomène qui permet la création des, des, des réputations qui sont à la fin des idoles avec des pieds de boue, non? Qui sont très fragiles, non? Et qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas tout un système, une structure qui est parfois par des longues années, parfois par des courtes années, les permet d'exister. Mhm. Et en ce sens, l'invisibilité, comme c'est la condition humaine, est plus répandue, est un, permet à les praticiens, l'écrivain, l'artiste, les musiciens, d'être dans une réalité. Ils sont d'une manière torpe, non, crue, dans une réalité plus réelle, non? Parce qu'il est dans la condition de la plupart de l'humain. Et il est dépourvu de tout un système de circulation de la visibilité, qui parfois, et très souvent, je dirais, tiens, produit des mirages, non? Et, et ça fait que aussi des victimes de l'invisibilité sont des gens qui ont le luxe de la visibilité. Parce que c'est comme c'est une course de longue durée. Et beaucoup de ces réputations se brisent, non? On ne peut pas être, ne peut pas exister que dans des circonstances très particulières, non? Et les grandes réputations de certaines figures serait impossible. Sans ce On ne système. pourrait pas les prendre au sérieux dans beaucoup de sociétés du monde. Et c'est ce qui fait que dans le livre Les pays invisibles, au fond, une grande partie du livre donne le sentiment que
bah, vous seriez mieux ailleurs qu'à Porto Rico, puisque vous décrivez la situation d'invisibilité de cette île, avec les aspects urbains que ça engendre, la difficulté à pouvoir marcher, ne serait-ce que simplement marcher en ville. Euh, et en même temps, vous ne quittez pas Porto Rico, mais vous en faites justement le lieu à partir duquel il est possible de créer, de s'exprimer. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce processus? Il y a un livre qui plus ancien que Les Pays Invisibles, qui est sur la ville de San Juan, ¿no? Los pies de San Juan, les pieds de San Juan. L'épigraphe est de Fernando Pessoa, ¿no? L'écrivain portugais. Pessoa dit, si on ne peut pas trouver la beauté dans une place, on ne peut pas trouver la beauté de ne pas pouvoir trouver la beauté dans une place. Et je crois que c'est une bonne manière d'exprimer ce qui a été mon projet, littéraire, philosophique, artistique, etc. Et, et on peut, c'est facile d'être victime de la mythologie, que le déplacement, c'est-à-dire la migration, et à un centre culturel permet de la création. Bon, bon, bien sûr, il y a des histoires, ¿no? Euh, c'est l'histoire dominante au moins du XXe siècle. Je ne sais pas si tellement dans le XXIe siècle. Mais disons, en partant de l'Amérique latine, cette grande tradition d'écrivains qui ont voyagé en Europe ou sont allés vivre à Paris, etc., ou à différents pays de l'Europe ou ailleurs. Et ils ont fait fortune, ça a marché. Et, mais je crois qu'il y a autre destin. Et, et le destin de l'exilé, après Homère et l'Odyssée, a été le destin privilégié par la culture européenne, par la culture occidentale qui a vu dans l'Odyssée, dans le destin de l'Odyssée, l'héros, l'idée de l'héros. Et, mais il y a aussi maintenant, non, c'est ça qui me vient à la tête. Il y a aussi les chiens d'Homère, d'Odyssée, qui Oui. restent en face du palace, non? Et je ne me rappelle pas les noms, mais il a un nom qui est fameux. Et on peut prendre le destin du chien d'Odyssée. Et s'il y a un personnage de l'Odyssée universellement émouvant, c'est ce chien, Ce chien qui reste. les chiens qui restent.